Merci Sylvain Brouard, merci aux trois intervenants pour leur intervention de très grande qualité. Je pense que nous avons un temps, une demi-heure, je pense, pour une séance questions. Une demi-heure ? Voilà, une demi-heure pour un temps d'échange. Si vous avez des questions. Alors par contre, au niveau technique... Donc une question là. On peut y aller? Merci de nous donner la parole. Alors je voudrais poser une question à monsieur Christophe Hans. J'ai aimé son exposé. Par contre, il a omis, à mon avis, une chose, c'est le vote océanien. Les Océaniens ont obtenu 3 conseillers au Congrès. Et ces gens-là ont fait basculer le Congrès, à cause de Sonia Backès d'ailleurs, qui leur a refusé des postes à la province sud, tout le monde le sait. Mais ils ont dit qu'ils allaient faire bouger les lignes. Et que vous parliez de faire bouger les lignes, eh bien c'est ça qui va faire bouger les lignes. C'est le vote océanien, à mon avis. Merci. Alors, un vieux professeur que j'avais dans mes études de géographie me disait finalement la synthèse, c'est l'art de la frustration. Et c'est sûr qu'en 20 minutes, il y a des choses que je n'ai pas pu aborder, mais évidemment que ce qui s'est passé avec l'élection des 3 élus de l'éveil océanien au Congrès a été une donne qui a été particulièrement importante dans l'élection provinciale de 2019. Alors, je ne dis pas que ça va considérablement changer les choses. Je rappelle juste qu'en 1989, donc ça nous ramène 30 ans en arrière, il y avait un parti qui s'appelait l'Union océanienne. Cette Union océanienne avait comme chef de file Kalepo Muliava, qui n'est autre qu'aujourd'hui le père de celui qui est membre du gouvernement élu de la Nouvelle-Calédonie. D'une certaine manière, on a l'impression, moi c'est en tout cas le sentiment que j'ai, d'un recommencement. Finalement, cet électorat wallisien, puisque c'est bien de ça dont on parle, a fait office un petit peu de variable d'ajustement, et c'est pour ça qu'ils ont eu un tel succès par rapport à leur candidature. Moi, j'attends de voir ce qu'il se passe à l'avenir par rapport à leur positionnement. On avait eu des éléments un peu d'incertitude par rapport, enfin en tout cas, de nouveautés par rapport à l'élection du président du Congrès. En revanche, l'histoire nous apprend, en tout cas c'est ce que nous a appris l'Union océanienne, c'est qu'à un moment donné, avec la disparition de leur leader, eh bien, il y a une partie qui est partie vers les indépendantistes et l'autre partie qui est partie vers les non-indépendantistes. Donc du coup, c'est vraiment ce que va nous apprendre, on va dire, les prochains mois, les prochaines années, c'est de savoir est-ce que c'est un mouvement de fond, quelque chose qui va s'implanter dans le paysage politique, ou au contraire, pardon, je suis désolé, ou c'est au contraire quelque chose qui va voler en éclats d'une certaine manière. Je ne le souhaite pas, moi j'ai pas de parti pris sur cette question-là, mais voilà, voilà ma réponse, c'est que ça a déjà eu lieu. Est-ce qu'il va y avoir la même suite par rapport à ce qui s'était passé il y a 30 ans? L'avenir nous le dira. Merci. Je crois qu'il y avait une question par là, si vous pouviez apporter le micro. Non? Monsieur, vous vouliez la parole? Non? D'accord. Alors, y a-t-il d'autres questions ou interventions? Remarques, là-haut? J'ai un petit problème sémantique, si on peut dire comme ça. Dans le sens que dans les statistiques, je vois qu'il y a d'un côté les Européens, de l'autre côté les Kanaks. Donc, un premier problème qui se pose, c'est que tous les Calédoniens sont titulaires de citoyenneté européenne, c'est ça, c'est correct ce que je dis. Donc, c'est déjà une première chose qui me laisse un peu perplexe. Deuxième chose, on a vu l'analyse des élections, mais il n'y avait pas l'analyse des élections européennes quand même. Et c'est important dans le sens que
quand on dit européen, je veux dire, en synthèse, si par exemple on peut considérer la position des non-indépendantistes, c'est une position cristalline, le Kanak est non indépendantiste. Par contre, le loyaliste que vous appelez européen n'est pas européiste, parce qu'il n'a pas voté pour les élections européennes. Donc, je veux dire, il faut un peu, à mon avis, remoduler le concept du clivage, si vous permettez, ethnique. Parce que s'il y a un clivage ethnique politique d'un côté qui est cristalline, et je parle des Kanaks non indépendantistes, de l'autre côté, les Européens, on les appelle comme ça, ils n'ont pas le sens d'appartenance à l'Europe, peut-être à la France, mais pas à l'Europe, au moins à considérer le taux de participation européenne, les dernières qu'on a eues ici, les dernières élections. Une considération sur ce sujet, je serai très content. Merci beaucoup pour ces présentations très, très intéressantes. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais sur l'évolution du vote, oui et non, en fonction de l'âge. Est-ce qu'on peut supposer que c'est quelque chose de structurel, c'est-à-dire que les personnes qui, aujourd'hui, à 20 ans, votent oui ou non, voteront toujours la même chose dans 5 ans, 10 ans, ou est-ce que l'âge avançant, l'aversion au risque pouvant avancer avec l'âge, on peut avoir des modifications du vote voilà, dans le temps? Juste un point sur la question des élections européennes. Désolé de ne pas avoir analysé cette élection-là. Sur le taux de participation, n'oublions pas que ça fait 3 élections dans un intervalle relativement réduit. Il est logique aussi qu'il y ait un effet de fatigue des électeurs qui peut expliquer une partie de l'abstention. Au-delà du phénomène de distance, et globalement, les élections européennes sont aussi des élections qui sont faiblement attractives pour les métropolitains, mais aussi de nombreux autres pays européens. C'est structurellement les élections pour lesquelles il y a le moins de participation. Par conséquent, quand bien même les gens se perçoivent comme européens, ça ne les incite pas à voter aux élections européennes. La perception qu'il n'y ait pas d'enjeu direct, il n'y a pas de contrôle d'institution, joue beaucoup sur le fait que peut-être qu'on perd son temps à voter aux élections européennes. Sur la deuxième question, sur l'évolution avec l'âge, si nous avions, je dirais, 20 ans d'analyse électorale sur les comportements néo-calédoniens, on pourrait commencer à dire voilà ce qui relève du phénomène de génération, voilà ce qui relève du phénomène d'âge. Quand on a un seul point, et donc mea culpa, mea maxima culpa, on aurait dû étudier plutôt les comportements néo-calédoniens. C'est difficile de dire si c'est un comportement d'âge ou un effet d'âge ou un effet de cohorte, de génération. Ce qui est clair, c'est que l'effet d'âge, c'est aussi un effet de socialisation. C'est-à-dire que la socialisation dans un contexte spécifique, à 70 ans, ça veut dire être socialisé globalement entre 0 et 20 ans, entre 1950 et 1970, c'est pas tout à fait la même chose qu'être socialisé entre 1998 et 2018. Donc il est probable que cet effet de socialisation aura un effet sur les comportements politiques futurs. Quel type d'effet, avec quel type d'intensité, c'est compliqué à dire. Après, il y a un effet d'âge évident. Avec l'âge, les gens sont plus conservateurs. L'ensemble des études, quels que soient les pays, mettent en évidence ceci. Qu'est-ce que ça veut dire exactement conservateur? Ça peut vouloir dire être plus à droite, mais ça veut dire aussi, pouvoir dire aussi être plus cristallisé sur son choix et ne pas en changer. Par conséquent, il y a une marge de manœuvre sur cette interprétation-là. Oui, monsieur. Bonsoir. Je vais sortir un peu de l'amphi 30 secondes. Dans l'entreprise, autrefois, on parlait de la comptabilité, on parlait de l'achat, mais on oubliait complètement les relations humaines. Alors ma question est la suivante, je suis un peu ignorant dans ce domaine. Est-ce qu'on parle de fracture culturelle en Calédonie ou de déséquilibre culturel? Est-ce que c'est une thématique
Parce qu'il me semble que Madame qui est intervenue en première citait des chiffres sur les résultats scolaires, etc., de l'intégration des différentes ethnies dans la vie communautaire, et il y a un gros déséquilibre, je crois. Par conséquent, si l'on n'introduit pas cette notion dans les textes, comment est-ce que l'on peut envisager de traiter le problème fondamentalement? Voilà. Pour traiter le problème fondamentalement, il faut arriver à faire en sorte que chaque ethnie, culture, quel que soit le nom qu'on leur donne, ait les mêmes chances à tous les points de vue, c'est-à-dire dans les domaines éducatifs, dans les domaines économiques, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Dans certains pays dans le monde qui sont devenus indépendants, eh bien, certains pays ont créé un institut pédagogique national dirigé par des gens de l'UNESCO, c'est-à-dire au plan international, de sorte que le peuple de ce indépendant puisse évoluer dans sa globalité sans nuance d'ethnie. Voilà. Or, c'est un problème que nous ignorons totalement. L'humain en Calédonie, j'ai l'impression qu'il est aux oubliettes actuellement. Oui, bonsoir, une question. Il fonctionne ? Oui. Une question pour le représentant du CEVIPOF. Je voulais savoir, quand on parlait tout à l'heure du risque, est-ce que vous avez pu mesurer, peut-être, puisqu'on sait qu'il va y avoir 2 autres référendums, est-ce que dans votre étude, il y avait des questions sur une variabilité des votes en fonction du numéro du référendum? Parce que j'imagine que certains, vous parliez tout à l'heure peut-être de vote d'attachement pour un idéal. Peut-être que si on vote peut-être pas de la même manière au premier, au deuxième et au troisième référendum. Et juste une petite remarque, parce que moi-même, en fait, j'ai répondu aux questions. J'ai été appelée, donc je ne sais pas si je fais partie de l'échantillonnage final, mais juste sur la question d'être européen. C'est vrai que quand on est calédonien, calédonienne, européen en Calédonie, c'est vrai qu'on a parfois... Moi, ça m'a fait un bizarre, je leur dis, mais il n'y a pas de catégorie de calédonien. Voilà. Et pareil sur les questions qui portaient sur... est-ce que... il y avait des questions, vous en avez parlé, sur est-ce que l'on votait en se disant par rapport à notre communauté, est-ce que voter oui ou non, on pensait que ça aurait un impact sur notre communauté. Et c'est vrai que voilà, je trouvais que c'était je comprends la logique intellectuelle de vouloir toujours nous ramener à nos communautés, mais en même temps, j'espère qu'on pourra en sortir. Et voilà, c'est vrai que j'ai été un peu coincée souvent avec ces questions-là, parce que je disais, mais moi, je ne raisonne pas par rapport à ma communauté quand je réfléchis à ce que je veux pour mon pays. Voilà, mais surtout, voilà la question sur le 2e et le 3e référendum. Merci. Merci de votre participation, parce que sans vous, l'enquête n'aurait pas eu lieu. Donc j'incite bien évidemment tout le monde à répondre aux prochaines enquêtes que j'espère mener en Nouvelle-Calédonie. En l'occurrence, sur l'effet de la communauté, ça n'a pas d'effet significatif sur les comportements électoraux. Le seul effet qui a un effet significatif sur les comportements électoraux, c'est l'effet sur la perception de la situation anticipée de la Nouvelle-Calédonie. C'est pas la situation soi-même, c'est pas la situation de la communauté, c'est la situation de la Nouvelle-Calédonie entière. Sur la question de est-ce que vous définissez comme européen, nous avons adopté stricto sensu la question qui existe dans le recensement, de manière à avoir une base de comparaison. Par conséquent, dans le recensement, il n'y a pas calédonien, mais il y a la possibilité de le dire. Vous pouvez dire autre, et quand vous dites autre, on vous demande, et je crois que près de 10% des répondants se sont définis comme calédoniens. Donc il y a cette possibilité-là, bien évidemment, et on l'a pris. Sur la première question, sur l'effet du numéro du référendum, non, il n'y a pas de question. On n'a pas posé la question, est-ce que vous pensez que vous vous comporteriez
différemment pour le deuxième et pour le troisième, parce que c'est une base précaire et ça invite les gens à se projeter très loin. Et le questionnaire est déjà suffisamment long et suffisamment riche pour éviter ça. Mais bien évidemment, c'est pas tout à fait pareil de se prononcer en 2018 en pensant que de toute manière, il y a une deuxième chance, une troisième chance. Si vous avez des doutes, vous pouvez considérer que vous n'allez pas voter, par exemple, parce que de toute façon, j'ai encore 2 autres cartouches de réserve. C'est probablement différent pour le deuxième, et c'est sûrement différent pour le troisième, ou pour le coup, c'est peut-être la dernière chance visible, sûre, de pouvoir se prononcer sur l'indépendance. Et à ce moment-là, le groupe de personnes relativement partagées ou indécis dans le sens hésitant entre les deux devront se décider, et peut-être qu'ils décideront différemment. Mais peut-être aussi que le deuxième référendum, le contexte de la campagne sera différent, que les sondages donneront une course plus serrée, par conséquent des mobilisations différentes, des logiques de comportement différentes, parce que vous allez anticiper un résultat du scrutin différent, donc probablement que le contexte sera différent. Juste pour le coup, excusez-moi, vous avez mesuré, parce que ça m'a peut-être échappé, justement le nombre ou le taux de personnes qui étaient indécises dans votre étude, la flexibilité, oui. Tout à fait. On a posé deux questions sur l'indépendance, les attitudes vis-à-vis de l'indépendance. L'une était, est-ce que vous êtes très favorable à l'indépendance, pas du tout favorable à l'indépendance? Et grosso modo, le résultat, lorsqu'il est redressé par la proportion de Canaques de statut coutumier, donne 2 gros tiers opposés, à savoir un gros tiers favorable à l'indépendance, un gros tiers défavorable à l'indépendance, et un quart qui, lui, considère qu'il est ni favorable ni défavorable à l'indépendance. D'accord ? Donc on n'est pas dans la situation qui est décrite, c'est pas 45-55 ou 43-47, c'est plutôt 2 gros tiers, et au milieu, 25% qui considèrent que, globalement, ils n'ont pas de position. Donc ça dépend du contexte, ça dépend de l'offre, ça dépend de leur évolution, et probablement de l'évolution de la situation en Nouvelle-Calédonie, ce qui laisse le jeu relativement ouvert. Et lorsqu'on pose la question différemment, à savoir si la Nouvelle-Calédonie devait être indépendante, à quel horizon devrait-elle être indépendante? Entre jamais et immédiatement, il n'y a qu'une faible proportion de répondants qui choisit l'option jamais. Ça veut dire que même parmi les gens qui sont défavorables à l'indépendance, ils imaginent à un horizon lointain la possibilité d'une Nouvelle-Calédonie indépendante. La même réponse pour immédiatement. Il y a une très faible proportion des répondants qui considèrent qu'ils souhaitent idéalement immédiatement l'indépendance. Par conséquent, le jeu et les attitudes sont beaucoup plus mesurés, nuancés qu'une opposition, je dirais, binaire entre indépendantistes et non-indépendantistes. Ce qui ne facilite pas probablement les analyses et aussi les prises de décision politiques. Merci, c'est effectivement très enrichissant. Si je peux apporter juste une précision sur le recensement, il me semble que le recensement 2019 comprendra la question enfin la question êtes-vous calédonien? Donc vous pourrez refaire une étude sur cette base-là. Oui, monsieur. Pardon. Bonsoir, mesdames et messieurs les conférenciers. Respect et humilité envers vous et également à tout le public qui est venu vous écouter. Voilà. Merci de l'éclairage que vous nous avez donné parce que nous sommes un potentiel qui va voter pour les 2 référendums. Et il est très difficile, vous savez, dans vos 3 interventions là, à la vitesse là que vous vous exprimez, c'est très difficile pour essayer d'ingurgiter et donner on va dire. Mais je pense qu'on aura le temps de réfléchir. Mais vous avez donné, et moi, ça a une résonance. C'est pour ça que je me permettrai de vous partager, si vous le voulez bien. Il y a, quelque chose qui me laisse interrogateur. Comme vous parlez des 2 référendums, j'étais en train de me dire, irais-je voter? N'irais-je pas voter? Parce qu'a priori, on va dire, allez, ajecta est. Les dés sont jetés. Je ne sais pas ce qu'en pensent les spécialistes, on va dire, dans vos domaines respectifs par rapport à cette analyse politique. Et Monsieur Ponce, tout à l'heure, on a parlé beaucoup de 2 mots, de logique, logique,
Et vous avez parlé également d'un paradigme politique à envisager par les politiques pour essayer justement de dire il faut aller voter pour les 2 référendums. Maintenant, il reste à chercher quel est on va dire, parce que logique, tout a on va dire, une continuité. Les événements de 84 ne sont qu'une situation larvée depuis, on va dire, il ne faut pas oublier les insurrections qui ont précédé avant. Hein. Il y avait une idée qui était derrière, mais qui n'était pas encore claire, mais elle s'est... Vous savez, les révoltes de 1878, 1917, et ensuite, les 84, où le temps, l'eau a coulé, on a eu la citoyenneté française, nos vieux sont partis à la guerre, et il y a des choses qui ont changé dans le mental de nos vieux, qui ont fait la première adhésion en politique. Il y a les politiciens de l'Union calédonienne qui sont les mieux placés, hein, avec la vieille devise à 2 couleurs et un seul peuple. Et aujourd'hui, voilà, cette logique, c'est la logique doctrinaire et dogmatique du colonialisme qui a pris une autre forme à l'heure actuelle, avec toujours une domination économique et financière. Il me semble, je ne sais pas, hein, elle a pris une autre forme. Mais quelqu'un a dit tout à l'heure, ça y est, c'est éradiquer le colonialisme. Mais non, on va dire il est toujours insidieux, il a pris une autre forme. Alors, comment sortir de ces 2 logiques? Il y a 2 indicateurs révélateurs qui me laissent interrogatif. Vous savez, c'est l'actuel président de la République, M. Macron. Quand il est venu ici, il était en Algérie, me semble-t-il. Et il avait dit quelque chose qu'aucun président, à moins que les historiens vont peut-être prouver le contraire, que M. Macron avait dit le colonialisme, c'est un crime contre l'humanité. Et qui y avait décrété ça auparavant sur nos gouvernants? Je ne sais pas. Hein. Et il avait dit ça quand il était en Algérie, une autre colonie de peuplement, mais eux, le problème ne s'est pas posé, puisqu'ils étaient majoritairement, on va dire, et démocratiquement, lors du vote. Et c'est vrai que dans notre pays, la situation, bien qu'elle paraisse être identique, n'est pas totalement identique, parce qu'il y a de nouvelles données, et que vous avez très bien cité. Madame Leblic, tout à l'heure, a fait la récapitulation dans vos 3 interventions, une récapitulation des événements, l'origine, vous, M. Plante, et monsieur pour les... Et ça me laisse interrogateur. Donc, est-ce que pensez-vous que l'intitulé du premier référendum, il a été bien pensé? Je ne sais pas. Qui sont derrière les technocrates qui réfléchissent pour essayer justement d'avoir ce paradigme, comme vous le disiez? Il faudrait que vous nous expliquiez un peu plus, ça veut dire quoi, ça, paradigme politique? Est-ce que c'est une réunion de 2 logiques totalement contradictoires qui ne sont pas amenées à se rencontrer? Et pourtant, il faut le trouver. Et peut-être que ça pourrait rassembler toutes les personnes qui sont de bonne foi, ceux qui veulent, on va dire, faire de ce pays le leur, et puis laisser toutes les considérations qui ont fait souffrir ce peuple ici, et tous ceux qui ont choisi de faire de ce pays le leur. Voilà, excusez-moi, je voulais le partager, parce que, voilà, ça, c'est peut-être fait pas partie, peut-être de... Voilà, mais merci de m'avoir écouté dans mon délire de schizophrène culturel. Merci, monsieur. Je passe la parole à Pierre Christophe. Alors, effectivement, ce que j'ai proposé comme analyse, en toute humilité, ça pouvait paraître un peu frustrant, parce que ce que je proposais, c'était une analyse des faits et de chiffres qui sont assez froids, finalement, qui ne se représentent pas finalement les sensibilités un petit peu des uns et des autres. Autre chose, quand je dis qu'il y a une cristallisation politique en Nouvelle-Calédonie, en aucun cas, ce que je dis est un déterminant. Comme je l'ai dit dans mon introduction, je n'ai pas de boule de cristal, je laisse bien volontiers aux électeurs le choix de ce qu'ils le feront pour le prochain référendum. Ensuite, effectivement, ce paradigme politique, quand j'utilise le terme de paradigme politique, ça peut paraître barbare, mais c'est plutôt le mode de fonctionnement, finalement, de notre vie politique en Nouvelle-Calédonie, qui est bipolaire
Et ça n'a pas commencé depuis Matignon-Oudinot, ça a commencé depuis l'émergence de l'indépendantisme, et même avant. Il y avait également, les historiens ne me contrediront pas, il y avait également une bipolarité entre les autonomistes et ceux opposés à l'autonomie, avant qu'il y ait finalement, dans les années 70, le basculement sur l'indépendance. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, après tant de décennies à vivre de ce système politique, on est toujours dans cette bipolarité. Alors effectivement, vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'il n'y aurait pas un chemin pour une troisième voie? Quelque chose un petit peu qui fasse le pont entre les uns et les autres? Eh bien, ce pont qui est souvent envié par certains partis politiques, on l'a vu avec certains partis qui ont voulu un petit peu ne pas se positionner, eh bien, ils se heurtent finalement au mur du système. On voit que les partis qui n'étaient pas positionnés n'ont pas eu d'élus, par exemple. Il n'y a que l'éveil océanien comme petit parti qui a pu avoir des élus. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des volontés de rompre avec ce système dual, mais après il y a la réalité également des scrutins. Aujourd'hui, en province sud, avoir 5400 élus, c'est un tour de force. 5400 électeurs, c'est un véritable tour de force. Donc il y a aussi cette réalité-là, en dehors de toute idéologie, colonialisme ou pas colonialisme. Il y a une réalité pragmatique qui fait qu'aujourd'hui, pour les scrutins, il est très compliqué de promouvoir déjà ce genre de message et d'être élu. Parce que c'est ça, au final, qui fait la différence, c'est de pouvoir apporter des élus. Donc, est-ce que l'idée, ce ne serait pas aussi peut-être de sortir de ce système électoral, d'avoir une autre façon aussi d'élire, mais ça voudrait dire que si on sort de cette limitation, ça voudrait dire aussi instabilité politique. Voilà. J'ai pas de réponse particulière, mais effectivement, le système nous enferme, bloc contre bloc. À l'intérieur des blocs, il y a deux blocs. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu schizophrène, comme vous dites. Y a-t-il oui, d'autres? Bonsoir, merci beaucoup pour ce temps d'échange. Moi, la question va être très rapide. C'est sur le titre, en fait, démocratie. Je ne sais pas s'il y a un point d'interrogation derrière, donc je voudrais vous poser la question. Est-ce que vous estimez, oui ou non, que nous sommes actuellement en démocratie? J'attirerai l'attention, par exemple, sur le pouvoir et des sondeurs avant les élections, et le pouvoir, surtout médiatique, qui est entre les mains d'une oligarchie locale ou entre les mains de l'État. Donc à partir du moment où le peuple n'est pas vraiment correctement informé, est-ce qu'il est en capacité de voter pour défendre son intérêt? Si la réponse est oui, ben on peut continuer comme ça. Si vous pensez que la réponse est non, est-ce qu'il ne serait pas envisageable de mettre en place pour les prochaines élections ou pour le prochain référendum un système d'information qui soit beaucoup plus indépendants que ceux que nous avons actuellement? Ça pourrait peut-être être l'objet, par exemple, d'une recommandation si vous pensez que la première réponse à la question est non. Merci. Bon. Merci pour la question. Bon. Sans réponse. C'est une question très très ouverte. Eh bien, y aurait-il d'autres interventions ou questions? Merci, je vais encore prendre une deuxième fois la parole. Alors, cette fois, c'est pour Sylvain. Vous avez parlé de Kanaks et d'Européens, mais vous oubliez qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a entre 25 et 30% de métis, d'Asiatiques, d'Indonésiens, de Japonais. Ces gens-là n'ont jamais été sondés. Que représentent-ils pour vous? Merci. Mon expression a dû être approximative parce qu'ils ont été sondés. Le pourcentage
des populations hors kanak et hors européens ont été conformes à la répartition issue du recensement de 2014. Alors pourquoi est-ce que je n'en ai pas parlé spécifiquement ? Parce qu'en fait, il n'y avait pas de différence significative de comportement entre les diverses communautés asiatiques, par exemple, et les Européens. Où il n'y a pas de différence statistiquement décelable entre les gens qui se définissent comme calédoniens et les gens qui se définissent comme européens. Mais juste pour vous rassurer, nous avons interrogé... Vous voyez à l'écran. À l'écran, vous voyez que les communautés asiatiques, 4%, il y en a 3% dans la population. Les plusieurs communautés, donc métisses, 12%, 9% dans la population. Et les autres, on a 14%, donc il y avait des répondants de ce type-là. Simplement, leurs comportements électoraux n'étaient pas dissemblables des Européens. Et par conséquent, n'ayant que 20 minutes, j'ai été à l'essentiel, là où il y avait des résultats qui montraient des différences. Non, je ne les considère ni européens ni kanak, je les considère par exemple autre-océaniens ou asiatiques. Ils ont leur, entre guillemets, regroupement spécifique de manière à pouvoir les analyser. Je ne les confonds pas avec les Européens, comme je n'ai pas confondu les gens qui se définissent comme calédoniens avec les gens qui sont comme européens. La logique de la question, c'est que les gens définissent eux-mêmes la communauté ou les communautés auxquelles ils appartiennent. Et moi, je prends ça pour argent comptant et j'utilise ça comme ça. Pour être très transparent, puisque un individu potentiellement peut considérer être membre de toutes les communautés, l'analyse est faite de manière à ce que potentiellement les gens puissent être membres de toutes les communautés. D'accord ? Il y a des gens qui sont membres de 2 ou 3 communautés, par exemple, et je prends en compte ce phénomène-là. Et j'ai analysé spécifiquement l'impact de la multi-appartenance communautaire, et le seul impact visible, discernable, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais celui que moi je pouvais voir dans mon échantillon, c'était l'appartenance à plusieurs communautés lorsqu'on est kanak de statut commun. Merci. D'autres questions soit donc des questions pour les conférenciers de ce soir. Merci. Bonsoir messieurs, dames. Alors moi, j'ai une question pour madame l'anthropologue. Vous parliez des inégalités, des fractures sociales et ethniques du coup en Nouvelle-Calédonie. Mais avez-vous étudié justement les mécanismes mis en œuvre par le territoire ou l'État pour combattre et réduire justement ces fractures et justement leur efficacité? Et à la fin de votre propos, vous avez parlé justement, vous avez sous-entendu que vous parliez de l'indépendance. Mais du coup, en quoi cette indépendance aurait le pouvoir de réparer justement ces fractures, car les faits sont là et les inégalités sont bien marquées, et en soi, indépendance ou pas, ça n'évoluera pas drastiquement. Si, bien sûr que ça évoluerait, parce qu'à partir du moment où il y aurait indépendance, ce serait le pays indépendant qui déterminerait sa politique et la façon de résoudre ces fractures. Tant qu'on est en contexte colonial, la société, elle est duale. Il y a une fracture, il y a la majorité de la population kanak qui est dans une inégalité totale par rapport à une minorité de la population, qu'on va dire européenne pour aller vite. Et donc, tant qu'on ne sortira pas de ce système-là, on ne pourra pas rééquilibrer. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question aussi de volonté politique. Et pour l'instant, il n'y a pas la volonté politique. Moi, j'ai parlé de recolonisation avec les accords, c'est-à-dire qu'on n'a pas réduit ces fractures, on les a parfois même augmentées. Et donc, ça montre bien que ce système, il ne peut pas résoudre les problèmes. Ça fait 40 ans qu'on essaye de résoudre ces problèmes et qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas la maîtrise de tous les éléments qui vont permettre de rééquilibrer. L'argent, il va toujours dans les mêmes poches. Oui, faut pas rêver. Quand on regarde où va l'argent, il va toujours dans les mêmes poches. Donc on peut analyser tout ce qui est mis en place. Ça ne bénéficie pas à ceux qui en ont besoin. Mais je veux dire, le problème, il n'est pas propre à la Calédonie. Il est propre à tous les pays où il y a ces fractures. En France, c'est pareil. De toute façon, si on voit aujourd'hui ce qui se passe en France, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Et ce n'est pas le système tel qu'il est fait aujourd'hui qui va résoudre les problèmes. Moi, mon pari, c'est que le jour où ce pays se prendra en main directement et qu'il ne sera plus sous tutelle de la France et de ses représentants ici
qui sont de ceux qui maintiennent l'État français ici contre l'indépendance pour maintenir leurs privilèges, parce que c'est ça, c'est comme ça qu'il faut parler. C'est le maintien des privilèges d'une petite partie de la population. Et seule l'indépendance va pouvoir rompre ce système-là. Après, moi, je ne sais pas ce qui va se passer le jour de l'indépendance. Je ne sais pas qui va rester en Calédonie, qui sera citoyen de ce nouveau pays, Kanaki Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas comment il va s'appeler. Mais ça sera à ceux qui vont décider d'être ici, de prendre la nationalité de cette future nation, qui vont prendre en main leur destin et qui vont essayer de faire en sorte qu'ils vont pouvoir... Je ne sais pas qui sera majoritaire dans cette future nation, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas devant. Et simplement, je dis que c'est à ce peuple, à cette nation, de se prendre en main et de décider pour elle-même. Voilà.